Bonsoir à nos fidèles téléspectatrices, nos fidèles téléspectateurs. Aujourd'hui, c'est notre dernière émission de l'année, de la saison, notre 8e émission. C'est vraiment, c'est super ça, on a tenu quand même 8 émissions. Nous allons prendre 2 mois de vacances, vacances, si on peut dire, vacances d'émission. Et donc, nous attendons justement vos critiques, vos commentaires, parce que nous allons vous rejoindre au mois de septembre. Donc, nous vous donnons nos numéros de téléphone, les adresses de notre site, de notre page Facebook, pour nous dire ce que vous attendez, ce que vous aimeriez de plus, et faire vraiment tous les commentaires nécessaires sur cette émission. Alors, aujourd'hui, nous avons, comme d'habitude, plusieurs rubriques. Et tout d'abord, nous allons parler de cette journée du 13 juin, l'actualité de la Martinique sur la question des femmes. Ça a été le 13 juin qui représente le 10e anniversaire de la mort de Sandra. Alors, on se souvient de cette jeune femme qui a été assassinée près de la mairie de Fort-de-France, il y a exactement 10 ans, et toute la Martinique était dans une grande émotion contre cette barbarie, pour se soulever et dire non à cet acte odieux qui a eu lieu le 10 mars 2005. C'était ça, il y a exactement 10 ans. Alors, Culture Égalité, nous avons été sur les réseaux sociaux avec des visuels que nous avons fait passer autour de 3 thèmes, c'est-à-dire amener les femmes. Nous savons que ce n'est pas simple de briser le silence, c'est-à-dire la première chose quand on se sent déjà dès le départ victime de violence, que ce soit de la violence psychologique, que ce soit de la violence morale, c'est briser le silence, c'est parler, parce que ce qui est important pour nous, femmes, c'est retrouver notre liberté. Donc ce sont ces 3 thèmes que vous le verrez à travers les visuels qui sont montrés là maintenant pendant que nous sommes en train de parler. Donc c'est ça, parler, briser le silence et rompre cette violence et surtout retrouver notre liberté. Voilà ce que nous voulions dire sur le 13 juin. Il y a eu aussi des femmes qui ont été, 2 femmes qui ont été agressées, dont 2 qui ont été tuées. Mais enfin bon, là aussi, ce sont des actes inacceptables. Nous n'avons pas de détails sur les choses, mais là aussi, c'est inacceptable. Donc il faut absolument que nous puissions continuer à dire qu'il faut arrêter cet acte qui est... La violence conjugale, c'est le niveau le plus élevé de la domination masculine, de cette culture patriarcale. Donc, nous devons éduquer nos enfants, justement, à ne pas... à une autre forme de rapport entre les hommes et les femmes, c'est-à-dire des rapports d'égalité. C'est pour ça que nous allons tout de suite passer à notre rubrique « Tifi et Tigasson, Kamante Kant, c'est-à-dire pour une éducation non sexiste. Comment éduquer nos enfants à une éducation non sexiste. Pour cette émission, nous avons le plaisir de recevoir une fidèle téléspectatrice. Elle nous a dit qu'elle regarde notre émission, mais c'est surtout aussi parce que c'est une personne, Huguette Darsoulan, qui travaille avec les jeunes garçons, les jeunes filles. Donc, merci d'être là aujourd'hui, Huguette. Merci d'avoir accepté cette invitation. Donc, nous avons aussi avec nous Huguette Bellemare, qui est toujours là, que vous connaissez, Sylvie Javaloyès et Rose Bonheur. Alors, cette émission, cette rubrique sera tournée autour justement de la violence chez les jeunes. Cette violence, elle est aussi dans les jeunes couples. Alors, tout de suite, nous allons regarder micro-trottoir et nous verrons un petit peu ce que les jeunes nous disent à ce niveau-là. Est-ce que vous pensez qu'il existe de la violence dans les couples d'adolescents ? Non, pas forcément. Ça dépend des jeunes. C'est pas forcément. Quand vous dites pas forcément, il y en a ou il y en a pas ? Oui, le plus souvent il y en a. Mais il faut gérer aussi. Qu'est-ce que vous entendez par gérer ? Lorsque je dis gérer, c'est que savoir contrôler ses émotions, des choses comme ça. Je ne peux pas vraiment expliquer, mais la plupart du temps, c'est comme avec les couples adultes, puisque ça résulte aussi de la jalousie ou bien des faits. Les adultes ne sont pas si différents que ça des adolescents, puisqu'ils ont été adolescents d'eux-mêmes.
Mais on voit souvent aussi que, comme avec les couples adultes, la plupart de la violence entre adolescents, dans les couples d'adolescents, résulte de jalousie, de tu me trompes ou je ne sais quoi. Donc c'est comme dans les couples adultes, c'est pas si différent que ça. C'est la même chose mais en mineur. Pensez-vous que la violence existe dans les couples d'adolescents? Oui, je pense que... Enfin, à petite dose, on va dire ça. Mais bon, après, ça ne devrait pas exister non plus. L'exemple vient du haut des fois, donc ça peut être par rapport aux parents, donc le manque de confiance, ça peut être comme ça. Les jeunes d'aujourd'hui sont violents, donc ça ne m'étonnerait pas que ça existe. Oui, comme par exemple quand une fille n'est pas sûre de... Quand il n'y a pas la confiance en fait, donc la fille elle hésite, tout ça, et quand le gars la touche, tout ça, donc elle se protège et puis voilà. Donc oui, voilà, il peut y avoir des agressions, voilà. Les jeunes font comme les adultes en fait, ils font comme eux, donc voilà. Je pense qu'il en existe comme dans toutes les générations. Après, ça dépend des personnes, de la personnalité et de l'entente du couple. Ça dépend de la communication du couple. S'ils ne parlent pas beaucoup, s'il y a plus de gestes que de paroles, ça peut vite dégénérer, mais ça dépend du tempérament. Un adolescent pense qu'il est déjà grand, donc il veut, comme s'il dit, devenir... Enfin, il veut faire comme les autres. Et dans sa tête, il est déjà adulte. Ben voilà, c'est quand même assez édifiant, hein, toutes ces jeunes, les témoignages des jeunes. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire, comment vous réagissez à ça, Huguette? Les témoignages des jeunes ne m'étonnent pas, hein, effectivement, hein, parce que je suis en contact permanent avec eux. Et c'est vrai qu'on constate, hein, ils le disent eux-mêmes, que la violence, elle est présente. Elle est présente chez ces jeunes. Ils donnent comme exemple leur environnement, les adultes, hein, les parents. Et c'est vrai que, vous le disiez tout à l'heure vous-même, hein, qu'il fallait briser la loi du silence. Mais on note aujourd'hui que chez les jeunes filles, eh bien, la loi du silence n'est pas facile à briser. Et de tout temps, alors comme leurs parents et peut-être comme leurs filles, si rien n'est fait, eh bien effectivement, la violence existe chez les jeunes adolescents. Donc, est-ce que quelqu'un voudrait ajouter quelque chose à ces témoignages? Moi, ce que j'ai remarqué quand même, qui devrait nous interroger, c'est que presque tous les jeunes interrogés ont parlé des adultes. C'est-à-dire qu'ils comme s'ils réagissent en miroir. Alors, est-ce que ça signifierait que parce que leurs parents ont des relations violentes entre eux, qu'ils sont, ou est-ce que c'est la société tout entière? Enfin, ça aussi, ça interroge beaucoup sur ces propos qu'ils ont dit. Et moi, je voudrais rajouter que peut-être aussi qu'ils ne s'en rendent peut-être pas compte, ils ne l'ont pas dit, mais ils regardent beaucoup de clips, hein, et beaucoup de clips de soul, je ne sais pas trop comment, de rap, etc. Et en fait, qui montrent de la violence entre garçons et filles, et ça semble normal. C'est tellement affiché que ça paraît logique, quoi, simplement normal. Mais moi, vraiment la question des parents, c'est quand même important. Ce qui veut dire, c'est que dans les couples, malgré tout ce qui a pu être fait, il y a beaucoup de violence dans les couples. Parce que quand ils parlent des parents, des adultes, ils parlent vraiment d'une proximité. Et je réagis à ce que vient de dire Huguette en disant que c'est vrai que si on ne réagit pas, et c'est ça le but de notre émission, hein, c'est ça l'objectif de notre émission, c'est éduquer nos enfants autrement pour que dans 10 ans, on n'ait pas ce même discours. C'est-à-dire que ces jeunes enfants qui auront peut-être certaines ou en 20 ans des enfants, qu'il n'y ait pas ce même discours, parce que c'est quand même assez hallucinant, quoi. Et le modèle qu'ils ont, c'est le modèle de la proximité des parents. Voilà. Donc nous allons passer à nous avons un petit réagir par rapport à plusieurs diapositives, plusieurs thèmes que nous avons relevés dans l'émission, et particulièrement celle sur une affiche là que nous allons montrer sur la progression de la violence, comment ça se passe. Et particulièrement aussi chez les adultes, mais chez les jeunes. Donc on appelle ça l'escalier de la violence. Donc cette violence qui est...
on dit souvent qu'il y a d'abord une violence psychologique, une violence morale, et ensuite ça débouche sur une violence physique. Bon, je pense que ce n'est pas toujours... Il y a aussi de la violence physique au départ, mais ce que nous voulons rappeler par ça, c'est qu'il faut apprendre à nos jeunes garçons et aux femmes aussi à détecter très très vite les signes de violence. Et qu'est-ce que c'est que de la violence? Et c'est pour ça que nous allons voir tout de suite ce post-là, cette diapo sur la question de la jalousie dont les jeunes ont parlé dans l'émission, dans le diaporama, dans le micro-trottoir, sur la question de la jalousie. Alors effectivement, on dit la jalousie est une preuve d'amour. Josette et Huguette, qu'est-ce qu'ils vous disent, ces jeunes, quand vous êtes avec eux? Alors effectivement, certains considèrent que la jalousie c'est une preuve d'amour. Et je crois que en tant qu'adultes, c'est à nous de recadrer effectivement un certain nombre de choses. La jalousie chez l'homme c'est une preuve d'amour. La jalousie chez la femme, c'est signe de dangerosité et je pense que de tyrannie. Et nous adultes, alors aussi bien les parents, les enseignants, les éducateurs sportifs, effectivement, nous devons éduquer nos jeunes et leur faire comprendre que non, la jalousie n'est pas une preuve d'amour. La jalousie, c'est une émotion, c'est un sentiment, mais un sentiment négatif. Et on ne peut pas admettre, on peut pas accepter c'est l'emprise en fait de l'autre qui veut effectivement dominer, qui veut pouvoir tout contrôler. Et nos jeunes filles doivent bien comprendre, parce que ce sont elles essentiellement qui sont victimes de cette violence liée à la jalousie. Il faut bien qu'elles comprennent que non, la jalousie n'est pas une preuve d'amour. Quand on est jaloux, on veut dominer l'autre et ça, on ne peut pas le tolérer. Est-ce que quelqu'un veut ajouter quelque chose? Je voudrais pour rebondir, compléter ce que vous disiez, parce que en fait, j'ai eu des expériences avec des jeunes, beaucoup de jeunes de collège et de lycée. Et cette question de la jalousie, je l'impliquais un peu dans les rencontres qu'on avait avec eux, mais au fait après ils comprenaient, c'est-à-dire que lorsqu'on prenait des exemples très, 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 très parlants, ils comprenaient, ils arrivaient à faire la différence. C'est la question de l'éducation que je voulais aborder. Quand on leur dit, par exemple, je leur dis, vous avez reçu une copine, vous envoie un SMS pour vous dire quelque chose, est-ce que c'est normal que votre copain prend et lit votre SMS? Ah non, là, quand même pas, madame, quand même pas. Je dis, voilà, il le fait parce qu'il est jaloux, est-ce que c'est parce qu'il vous aime? Voilà. Et je crois que ce que je veux dire, c'est que les choses peuvent se renverser. C'est-à-dire que si on éduque les jeunes, si on leur montre avec des exemples que c'est pas normal, je crois qu'ils peuvent entendre ça. Moi, ça c'est parce que souvent, quand je les rencontre dans l'éducation nationale, dans les interventions que nous faisons, ils nous disent, il m'aime tellement, il est jaloux, c'est parce qu'il m'aime tellement. Et ils disent, ouais, c'est vrai que la jalousie, c'est isoler l'autre. Et comme on disait tout à l'heure dans comme les visuels que nous avons faits, c'est ne pas accepter l'isolement. Parce que la première chose, quand on est jaloux, on isole l'autre, on ne veut pas qu'il fréquente telle personne, qu'elle fréquente telle personne. Et ça, il faut que les jeunes sachent, à partir du moment où l'autre est jaloux, qui nous empêche de voir les gens, on est une proie facile et on est vraiment dans le contrôle et dans la domination. Donc ça, et là aussi chez les jeunes, chez les femmes plus adultes, qui aussi, elles, des fois, font preuve de jalousie. Donc c'est aussi aller dans des comportements plus de confiance, de relations égalitaires, de respect, que de jalousie, qui empêche vraiment de vivre. Et ça, c'est déjà de la violence psychologique, ce dont on parlait tout à l'heure. De la violence psychologique qui empêche aux gens d'être épanouis dans le couple. Donc on va passer encore là maintenant, sauf si quelqu'un voudrait ajouter quelque chose, à la deuxième diapo. Si une fille subit du contrôle et de la violence de la part de son copain, qu'elle reste avec lui, c'est parce que ça lui plaît. Alors donc, quand on s'aime, on doit tout se dire et n'avoir rien à cacher. Donc, alors là, ça aussi, c'est encore autre chose. Est-ce que on doit être livre ouvert pour l'autre qui peut réagir à ça?
c'est la même chose, je pense, Oui. que la jalousie. C'est-à-dire, c'est vouloir poser son emprise sur l'autre et l'empêcher d'avoir sa vie personnelle, toute espèce de vie personnelle. C'est le contrôle, là aussi. Tu disais, Huguette, vous disiez? Non, je réagissais effectivement, tout un chacun a son jardin secret. Effectivement, on a tout à fait, une jeune fille, un jeune garçon a tout à fait le droit, effectivement, d'avoir un certain nombre de choses dont on n'a pas envie de confier à l'autre. Même par amour, et on a le droit, effectivement, de pouvoir garder un certain nombre de choses enfoui sans pouvoir, sans avoir l'obligation, je dirais, de le partager. Oui, c'est ça, oui, c'est exactement ça. C'est important parce qu'en plus, il y a ce qu'on appelle le boomerang. C'est-à-dire que des fois, vous confiez, vous dites des choses, vous racontez toute votre vie, vous racontez tout. Et puis, à un moment où les choses ne vont pas, on vous le renvoie à la figure. Ou bien on va raconter tout. On est tellement dans la symbiose, on s'aime tellement, on est tellement vraiment dans l'amour parfait. Eh ben, on va aussi dire tout ce qui se passe, tout ce que la copine nous a raconté. Tu sais qu'elle a fait ça, elle sort avec un gars, mais l'autre jour... Ben, en fait, après, le jeune homme se dit, bon, si aussi tes fréquentations sont dans ce type de relation, donc toi aussi, tu peux être aussi dans la même mouvance. Donc je crois qu'il y a avoir son jardin secret, ne pas s'ouvrir c'est garder aussi une liberté. Garder aussi une liberté, une certaine authenticité, un certain pouvoir sur soi. Moi, je crois que ça aussi, il faut se le dire. Quand on est ce livre ouvert, on perd toute force, en fait, moi, je pense, de ce pouvoir qu'on a sur ce qu'on dit, l'empowerment, le pouvoir sur soi, le pouvoir d'être forte. Là aussi, on le perd en étant ce livre ouvert. Et de toutes les façons, ça nous retombe sur la gueule à un moment ou un autre. Donc, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas une relation de confiance. Mais c'est cette... Je pense que c'est une illusion aussi. Voilà. De se dire, Mais oui, parce qu'en fait, dans une relation amoureuse, je pense que chacun doit comprendre quand on ne devient pas à deux une seule personne, on reste deux personnes. Et on doit garder son libre arbitre, sa liberté, son autonomie. Oui, c'est ça, on est deux individus. On reste deux individus. Et c'est ça, c'est parce qu'on n'est pas, on n'est pas là. Mais oui. Ça c'est fondamental. Donc on va regarder l'autre diaporama. Je ne dis rien pour que je ne me trompe pas. L'autre diaporama. L'autre diapo plutôt. Alors je suis sa copine, son copain. Je ne veux pas lui dire non plus non s'il veut faire l'amour avec moi. Alors là, ça c'est une grosse question. Est-ce que parce qu'on est ensemble, nous devons systématiquement accepter un acte sexuel quand on n'a pas envie? Alors moi j'ai eu une expérience avec des jeunes qui étaient en formation, en apprentissage. Pour eux c'est inaudible. C'est-à-dire qu'on ne peut pas... je suis sa copine, elle doit toujours me dire oui. Il faut savoir si c'est une question de désir, de plaisir, ou bien si c'est un service sexuel. Et qu'est-ce que c'est qu'un acte sexuel? C'est ça le problème. Est-ce qu'on le fait parce qu'on en a envie, parce que ça fait plaisir, parce qu'on a envie de faire plaisir à l'autre aussi, ou bien est-ce que c'est par devoir? Oui, parce qu'un acte sexuel, c'est quand même un échange. Exactement. C'est un échange entre deux personnes. Et l'autre doit entendre quand le partenaire n'a pas d'envie. Absolument. Est-ce que des fois, vous avez ces réactions chez les jeunes que vous... Oui, effectivement. On considère qu'à partir du moment où la relation est installée, bien écoutez, le partenaire féminin ne doit pas refuser cette... C'est aussi l'inverse pour le garçon. Bien entendu aussi. Alors moi je crois que, nous rappelons quand même aux jeunes effectivement que d'une part, je crois que le plus beau trésor qu'ils ont, c'est leur corps, que leur corps leur appartient et qu'ils ont, pareil, ils sont tout à fait en droit de dire non. Je ne veux pas, sans pour cela forcément se justifier, je ne veux pas dire non, ce n'est pas une preuve de manque d'amour, pas du tout. Et je crois que ça, il est important. Et puis, il faut rappeler aussi aux jeunes,
Et je dis surtout aux jeunes garçons, parce que dans mon environnement, ce sont plutôt les filles qui subissent. Écoutez, lorsqu'une fille vous dit non, il faut accepter ce non-là. Et lorsqu'on ne l'accepte pas, on est déjà en train de presque commettre un délit, voire même un crime. Et ça, parce qu'ils n'ont pas non plus toujours cette notion, là on parle d'actes sexuels, mais parfois ça peut être une main qui se balade, et on a du mal à comprendre qu'une fille réagisse. Et on banalise. Absolument, on banalise, et ça, mais on l'a dit d'entrée de jeu, dès le début du débat, de la discussion, ça passe par l'éducation, ça c'est quelque chose de fondamental. Et puis, quelque chose, c'est que je pense qu'il faut qu'il puisse y avoir un non pour que le oui puisse avoir une valeur. Oui. Sans quoi, si c'est tout le temps oui. C'est tout. Absolument, absolument. Donc là, et d'ailleurs, il y a un jeune garçon qui dit oui, il faut savoir gérer ses émotions, c'est-à-dire que souvent les garçons, on l'a entendu lors du débat sur l'hypersexualisation sur le campus, quand nous avions animé ce débat sur l'hypersexualisation, il y a un jeune homme qui a dit oui, mais les hommes ont des pulsions. Alors comme si les femmes n'ont pas de pulsions, mais les hommes ont des pulsions, c'est autoriser les pulsions des hommes. Donc il faut qu'ils les assouvissent. Voilà. Voilà. Donc donc c'est à partir du moment, et ça il faut que les jeunes garçons l'entendent, et il faut que que les mères et les pères qui nous écoutent puissent dire aussi, éduquer les garçons aussi dans ce sens-là. C'est pas bannir cette histoire, moi là j'ai poule moins, moi là j'ai coq moins, marée poule autres. C'est un proverbe que l'on devrait éliminer de tous les livres, de notre langage et partout, parce que en fait ça va dans le sens de ça, c'est-à-dire que et souvent aussi, même on va quand même faire une petite excursion chez les adultes. Souvent, chez les adultes, il faut savoir que quand une femme refuse un acte sexuel et que son mari l'oblige, c'est un viol et qui est puni par la loi. Donc on ne va pas s'étendre dessus, mais il faut aussi là qu'on l'entende. Il faut informer. Il faut le dire, parce qu'en plus c'est une circonstance aggravante. Voilà. Donc on va accélérer, on va passer à notre autre diapo. Alors, la violence, c'est perdre le contrôle. Alors, qui dit mieux? Alors, il le disait tout à l'heure, le jeune homme, il faut se contrôler ses émotions. Alors donc, on dit oui, mais c'est pas de sa faute. Il était pas content, il était furieux, donc il a perdu son contrôle. Bon, on dit quoi à ça? C'est lié aussi à cette histoire de pulsion. C'est-à-dire que brusquement, les hommes nous sont présentés, les garçons et les hommes nous sont présentés comme des pauvres êtres qui ne se dominent absolument pas et qui ne peuvent pas se dominer. En fait, c'est social, c'est-à-dire que c'est parce qu'on n'a pas appris à se dominer, parce qu'on leur a laissé croire qu'ils pouvaient se laisser aller à leur pulsion, que ça se passe comme ça. Oui, donc la violence n'est pas un acte normal, c'est-à-dire qu'il faut qu'on éduque aussi nos jeunes gens à ne pas être des coqs, Huguette. Tout à fait. Vous les voyez certainement, vous les croisez certainement dans des postures très... déjà tout jeune, très masculine, oui, très coq, très. Et c'est vrai que le micro-trottoir, le jeune disait, effectivement, c'est parce qu'on n'arrive pas à gérer les émotions. Et moi, je pensais qu'il allait dire, nous on gère les filles, parce que c'est aussi un langage d'ado. Aujourd'hui, on gère. Je suis dans la gérance, je gère les filles. Donc ça aussi, c'est vrai qu'il faut être très vigilant quant aux propos qui sont tenus. Et je pense aussi que la violence, c'est perdre le contrôle. Oui, la violence, c'est perdre le contrôle, mais c'est un certain nombre de valeurs morales qui vont être données par les adultes, tout simplement, qui feront effectivement qu'on ne va pas perdre le contrôle aussi. Absolument. Voilà. Et puis je pense on va accélérer. Oui, je pense que dire que la violence, c'est perdre le contrôle, c'est un prétexte, c'est un mensonge. En fait, la violence, c'est vouloir prendre le contrôle sur l'autre, exercer un contrôle sur l'autre. Un contrôle et exercer le contrôle, la domination, et ça, c'est la question du contrôle. Alors ça, on contrôle tout le monde. Voilà, cette question-là, il y a double.
cette affirmation, parce que c'est perdre le contrôle émotionnel, c'est fait que ça nous rend violents, mais on devient violent parce qu'on perd le contrôle sur la fille, ou le contraire, on perd le contrôle qu'on avait, on la maîtrisait, puis là maintenant qu'on comprend plus ce qu'il arrive, on perd la maîtriser. Voilà, on la maîtrise plus, on n'arrive plus à la gérer, donc ça aussi, ce contrôle-là, on l'a perdu et ça nous rend violents. Voilà, donc nous avons 2 autres diapos qui beaucoup plus positives, hein, qui seront montrées. Alors, aimer, c'est respecter l'autre. Hein. Je crois que c'est ce message hein, que nous voulons dire à nos jeunes, et que c'est aimer l'autre et c'est être libre. Si on voit, c'est aussi je t'aime parce que je me sens libre. Plus on va se sentir libre, plus on va se sentir en confiance, plus on va aimer l'autre. Et je crois que c'est ce slogan. Je ne sais pas si vous avez quelque chose à ajouter, Huguette. Qu'est-ce que vous aimeriez dire à nos jeunes là ce soir? Écoutez, moi je trouve que les 2 diapositives, les 2 dernières diapositives sont vraiment pleines de sens. Elles sont pleines d'amour. Et c'est ce message effectivement de respect de l'autre, de respect de soi, de respect de l'autre. Ça commence peut-être là en fait. Oui, tout à fait. S'aimer soi-même, s'aimer soi-même que l'on devrait effectivement faire passer auprès de nos jeunes. Ok, merci beaucoup. Donc nous allons voir là maintenant un petit bout de clip de Paille qui a fait un clip sur les violences. Merci. Commence tout bêtement, elle le connaît depuis 7 mois, elle s'abandonne complètement quand son homme oublie d'être froid. Un cœur qui trouve son traitement et c'est peut-être le bon 7 fois. Lui qui lui dit discrètement, chérie viens vivre avec moi. Il parle pétant, il commande pas pète froid. L'amour suffit à plein de gens, alors pourquoi pas 7 fois? Ils se comprennent parfaitement, en tout cas c'est ce qu'elle croit. Mais c'est trop tard maintenant, il faut vivre sous le même toit. Et depuis j'entends pleurer, il n'a pas le droit de la faire souffrir, je peux l'entendre pleurer. Qu'elle ne savait pas, de l'amour il n'en avait pas, mais la force elle la trouvait pas, quand il voulait et qu'elle voulait pas, elle sort et ça lui plaît pas, il crie mais elle se tait pas, il veut contrôler tous ses pas, lui quoi ce qu'elle ne fait pas, mais elle en a assez, la chaîne elle veut la casser, elle a décidé de tracer, mais ça va pas bien se passer, le frère est bien agacé, veut pas la laisser passer, 2-3 paroles déplacées, des mots qu'on peut pas effacer, les chaises il va les casser, il va même la menacer, la rage va le dépasser, et c'est elle qu'il va tabasser, oui tout ça est insensé, elle n'y aurait jamais pensé. Mais il va recommencer et la peur l'empêche d'avancer. Donc elle prie le tout-puissant, puisqu'il lui reste plus que ça. Les fractures, les os cassés, à qui de parler de ça? Son bonheur est un souci, pour des chaînes qui ne cassent pas. Et les années vont passer, mais la douleur... Alors nous continuons plutôt par notre rubrique droit fond. Aujourd'hui, nous allons parler des femmes dans le monde du travail et nous pouvons dire que les femmes sont malmenées dans le monde du travail. Pour animer nous avons comme invité Stéphanie qui sera là avec nous ce soir. À nouveau. Non, la dernière fois, c'était une autre femme de chez Rouget Albert, c'était Géraldine. Merci d'être là, Stéphanie. Merci. Alors, Sylvie, les femmes sont vraiment malmenées dans le monde du travail? Alors, elles sont d'autant plus malmenées que quand on regarde les mouvements sociaux aujourd'hui, elles sont malmenées dans tous les métiers qui sont justement féminisés, c'est-à-dire les métiers les plus mal payés, les plus mal rémunérés, les plus mal considérés. Il y a plusieurs exemples. Il y a le foyer de l'enfance à Rivière-Laure, Vivre à Dôme, Cadom. Je crois qu'eux, ils n'existent même plus, mais avec des licenciements, etc. Et Rouget Albert, dont nous avons une représentante ici. Et en fait, la plupart du temps, les conflits démarrent parce que les négociations annuelles obligatoires ne peuvent même pas se tenir. En fait, elles se retrouvent face à des employeurs qui les méprisent, qui sont tout à fait intransigeants et qui ne veulent absolument rien céder, même quand ils font des résultats. Et donc, céder une partie de ces résultats aux personnes qui permettent ces résultats par leur travail. Exactement. Donc du coup, je préférerais laisser la parole à Stéphanie parce que c'est elle qui a beaucoup de choses à nous raconter sur Rouget Albert, comment ça se passe et où vous en êtes en fait aujourd'hui dans votre conflit suite à la grève que vous aviez déjà organisée au mois de décembre pendant la période des fêtes. Et il y a eu un nouveau mouvement pendant la fête des mères. Exact.
Alors bonsoir à toutes. Bonsoir Stéphanie. Donc effectivement, je suis là pour vous parler des conflits, le conflit Roger Albert qui est en cours, hein, on va dire ça comme ça, parce qu'en fait depuis décembre 2014, pour faire un peu l'historique de ce qui s'est passé, nous sommes entrés en grève suite au 19 décembre 2014 où la direction Roger Albert en fait a abandonné carrément la table des négociations et ça nous a conduit à entrer en grève à la suite de ça. Donc après ça, nous avons fait de multiples demandes de propositions, de nouvelles propositions, jusqu'au 7 mai 2015. Nous avons fait une ultime proposition pour savoir si éventuellement la direction répondrait favorablement à notre demande. Et à ce jour, on n'a pas eu de réponse. Enfin, au 7 mai, on n'a pas eu de réponse. Donc, par rapport au 7 mai, nous avons décidé de renouveler notre mouvement de grève. Donc, on était en grève le samedi 20 mai 2015. Et pour couronner le tout, au lieu de rétablir le dialogue social, la direction Roger Albert, elle réprime. Elle réprime comment ? En attaquant 2 de nos représentants. Des représentants syndicaux. Des représentants du personnel, en fait. Ce par un courrier qui stipule une mise à pied à titre conservatoire en vue d'un licenciement. Donc, la situation en est à ce stade et on déplore ça totalement. Donc, c'est pour ça qu'on dénonce cela. Parce que, il n'est pas question que par rapport à une grève qui est un droit, que ça puisse en être ainsi, en fait. Les conséquences seront un licenciement. Tout à fait. C'est une entreprise qui a les moyens de répondre et d'ouvrir des négociations, de discuter et de rémunérer des salaires supplémentaires. Parce qu'on connaît les salaires, justement, on s'est un petit peu informé des niveaux des salaires chez Roger Albert. Oui. Ils ne reflètent pas les résultats de l'entreprise. Parce que quand une responsable adjointe de magasin perçoit un salaire au bout de 25 ans de 1 645 €, ça fait à peine 200 € de plus qu'un SMIC. Voilà. Or, avec une responsabilité quand même. Oui, tout à fait. C'est un agent de maîtrise. Enfin, voilà. Elle est responsable adjointe. Voilà, responsable adjointe, exactement. Et puis, une autre personne qui est considérée comme une commerciale qualifiée dans le magasin où elle exerce depuis 38 ans. Elle touche 1500, enfin, 42. C'est 80 € de plus que le SMIC. Au bout de 38 années d'expérience. Ouais. Donc on voit bien que, effectivement, si même les salaires pouvaient être plus bas, ils le feraient, quoi. Heureusement qu'il y a le SMIC. Heureusement qu'il y a le SMIC. Heureusement qu'il y a la grille due à la convention collective, parce que on serait vraiment en dessous de ça, en fait. Donc, voilà. Bon, enfin, nous savons que vos moments sont extrêmement difficiles. On connaît le coup que vous avez reçu avec ces annonces de licenciement. Bon, nous, on demande aux femmes de rejoindre, d'être solidaires du mouvement. En fait, on dit même aux femmes et aux hommes, enfin aux salariés en règle générale, mais qu'il est absolument impératif de se rapprocher de leur syndicat, qu'il est impératif de s'informer, de se former, de pouvoir se mettre en face sur une table de négociation à égalité, ou en tout cas le plus proche de l'égalité possible de son employeur, d'avoir de l'argumentation, de l'argumentaire, et ça s'apprend. Parce qu'il ne faut quand même pas que les salariés oublient une chose qui est quand même vachement importante, c'est que les employeurs, ils sont tous syndiqués. Ils se rencontrent tous régulièrement. Ils mettent en place des stratégies, eux. Aussi. Donc il est tout à fait logique qu'en face, les salariés aussi soient organisés, syndiqués, formés et sachent tenir une négociation et répondre du tac au tac à des employeurs qui les méprisent et qui leur mentent, en fait. Je crois que Sylvie est assez, quand même, tous les jeudis soirs, assez déconfite quand elle reçoit des... Parce qu'en fait, c'est ça exactement, Georges. Parce que les gens, ils arrivent à la maison des syndicats quand leur situation est déjà dramatique, désespérée.
on n'a pratiquement plus de marge de manœuvre, mais ils acceptent des situations qui vont jusqu'à l'illégalité, parce que les employeurs se mettent dans l'illégalité quand ils obligent à faire des heures supplémentaires non rémunérées. Ça s'appelle du travail dissimulé. Quand dans une exploitation agricole, vous retrouvez, tout un groupe de salariés se retrouve sans eau, sans toilette, sans réfectoire, sans vestiaire, sans douche, c'est dans l'illégalité la plus totale. On respecte, il n'y a pas de CHSCT évidemment, enfin les règles élémentaires d'hygiène. Et puis imaginez, vous êtes une femme, parce que dans cette exploitation il y a aussi des femmes, vous êtes une femme avec vos contraintes et vos réalités de femme, vous vous retrouvez dans un lieu où il n'y a même pas de toilette, même pas de quoi se laver les mains. Mais, enfin, c'est insupportable. C'est carrément inacceptable. C'est inacceptable. Or ça existe, on est en 2015, ça existe. Alors donc, de toutes les façons, nous allons passer... Oui, vas-y. Est-ce que vous avez un rendez-vous prochain? Est-ce que vous appelez le public à quelque chose? Est-ce que vous avez une action engagée en ce moment? Pour l'instant, on y réfléchit. Oui. On y réfléchit et de toute façon, on va informer la population à ce titre. Parce que souvent, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est la situation de 80% des femmes qui travaillent, c'est-à-dire des salaires très bas. Surtout que les femmes sont dans les métiers, comme disait Sylvie tout à l'heure, les plus mal payés, dans la plus grande précarité, commerce, personnes, etc. Voilà. Bon courage, Stéphanie, à toi et à toutes celles et à tous ceux qui sont en grève. Et puis, nous serons toujours à côté de vous, et puis beaucoup d'énergie, et puis de la confiance encore. Mais je sais, nous savons que c'est dur. On garde espoir, de toute façon. Ok, merci beaucoup. Donc nous allons, dans la deuxième partie de cette émission Droits Femmes, nous allons passer à cette loi qui a été complètement refaite par le ministre du Travail, la loi sur l'égalité professionnelle, Monsieur François Rebsamen. Donc, Rose, voilà. Rose, dis-nous un petit peu, c'est quoi ce problème dans cette loi? Qu'est-ce qu'il y a de négatif pour les femmes dans cette loi? Je veux déjà rappeler que la loi sur l'égalité entre les hommes professionnels entre les hommes et les femmes, c'est pas une loi qu'on a offerte aux femmes comme ça. C'est-à-dire que les femmes se sont battues pour que justement on puisse mettre le curseur sur les problèmes spécifiques qui existent dans les entreprises, c'est-à-dire entre les hommes et les femmes, en matière d'embauche, en matière de rémunération, de conditions de travail. Et donc les ministres qui ont précédé le ministre Rebsamen avaient justement mis en place cette loi qui permettait aux entreprises de pouvoir analyser, quantifier, apprécier l'égalité entre les hommes et les femmes. C'est-à-dire qu'il y avait des outils qui étaient mis en place et ces outils permettaient justement d'évaluer sur la question du plafond de verre. Vous savez, quand les femmes ne peuvent plus monter ne peuvent avoir de promotion, donc c'est ce qu'on appelle le plafond de verre. Quand on a aussi fait par rapport au salaire, c'est-à-dire qu'on a bien vu, et les chiffres montrent que ça n'évolue pas, que le salaire entre les hommes et les femmes, on avait vu même dans la fonction publique où c'est censé être pareil, la différence est toujours là. Donc ces outils qui étaient mis en place par la loi Roudy en 1983 permettaient justement de faire cette analyse et naturellement de pouvoir agir. Et c'est ce qui est important, c'est de pouvoir agir. Eh bien, Monsieur Rebsamen, le nouveau ministre du Travail et du Dialogue social, parce que c'est ça son titre, c'est le ministre du Dialogue social et de la formation professionnelle, a décidé que que soit c'était réglé, ça va, les femmes là. D'ailleurs, le ministère des droits des femmes a disparu. Ça aussi, c'est pas innocent. Et que ça aussi, c'est un secrétariat d'État, mais enfin, sans budget. Quand c'est un secrétariat d'État, et il se dit, soit parce que c'est réglé, ou bien, les femmes, machin, mais enfin, on va pas embêter encore les entreprises avec ces histoires d'hommes et de femmes et d'égalité, c'est réglé, ou bien il a la pression aussi du MEDEF et des autres... les autres entreprises du CAC 40, etc. Donc ces outils n'existent plus. Ça veut dire qu'on leur dit, oui, il faut continuer à lutter contre l'inégalité entre les hommes et les femmes, il faut continuer à le faire, mais au fait, les outils permettaient de faire quoi? Les outils permettaient aussi de sanctionner
Voilà, de sanctionner. Les entreprises qui ne mettaient pas en place. De sanctionner les entreprises qui ne le mettaient pas en place. On leur donnait, j'ai envie de dire, un certain nombre d'années pour se mettre en règle. Bon, il y avait un contrôle, parce que on ne peut pas contrôler si on n'a pas les outils du contrôle. C'est-à-dire qu'il y avait un fameux registre qui permettait de justement et on ne peut pas contrôler. mettre non plus de politique dans l'entreprise. Et les politiques dans l'entreprise. Progresser. Voilà. Donc cet outil n'existe pas, alors que la situation des femmes dans les entreprises a évolué un petit peu. C'est sûr qu'elle a évolué de part, mais elle n'est pas encore réglée. C'est-à-dire malgré le problème, les outils, c'était déjà très lent. C'était déjà très lent. Alors, et on a vu il y a un rapport de 2015 qui dit, toujours on est en 2015, donc après la loi Oudis c'est 1983. Et ce rapport dit que les femmes touchent 27% de salaire de moins que les hommes. On est en 2015. Une femme sur 3 travaille à temps partiel. Elles sont majoritaires dans les métiers les moins bien rémunérés. Aucune femme n'est à la tête d'une entreprise du CAC 40. Elle touche 40% de retraite de moins que les hommes. Et une femme sur 5 est victime de harcèlement sexuel dans l'entreprise, malgré les outils. Alors sans les outils. Alors imaginez sans les outils. Donc vous voyez bien les femmes que nous avons encore à nous battre, mais la lutte est longue, le chemin est long de l'égalité, mais on ne va pas baisser les bras, donc nous sommes là pour ça et avec vous pour faire progresser les droits des femmes et se mobiliser dans les entreprises pour faire respecter nos droits. Alors merci à vous, merci à Stéphanie, bon courage encore et merci à Rose et à Sylvie. Nous allons passer à notre rubrique Femmes au Liron Latte. Merci beaucoup. Alors pour cette rubrique, nous recevons Géraldine de Touré qui va faire un petit peu avec nous le tour de l'actualité des luttes des femmes dans le monde. Géraldine ? Oui, alors je vais commencer par l'Europe avec la Grèce. Donc c'est la victoire des femmes de ménage grecques. En fait, en janvier dernier, la victoire de Syriza, qui est le parti souverainiste grec, qui s'oppose un peu à la politique de l'Union européenne et du FMI, a permis la réintégration de 595 nettoyeuses licenciées par le gouvernement précédent. Je rappelle rapidement ce que c'était. En fait, les ministères, les institutions grecques avaient, comme en France, on connaît en France et peut-être en Martinique, des femmes de ménage qui étaient intégrées, donc salariées de ces ministères. Elles ont été licenciées sans autre forme de procès, sous prétexte évidemment des coupes budgétaires, de façon extrêmement brutale. Donc elles ont immédiatement manifesté, parce que c'était absolument inadmissible. Et la police a reçu l'ordre de taper. En fait, c'était vraiment ça. Le mot d'ordre, c'était taper. Donc elles ont été, à chaque fois, ça a été beaucoup de courage de leur part, parce qu'à chaque fois, elles ont été traînées par les cheveux, molestées, enfin tout ça devant les caméras, mais quand même, c'était ça le principe. Alors, le parti d'extrême gauche est arrivé au pouvoir et elles ne se sont pas démobilisées, parce que c'est vrai que ce n'était pas une priorité a priori. Elles sont restées devant, elles ont campé devant les ministères, donc elles avaient fait le jour et la nuit, là elles l'ont fait le jour, voilà, pour réclamer leur réintégration. C'est chose faite maintenant. Alors, il faut juste rappeler quand même pour tout le monde, c'est que le monde du ménage, en fait, les sociétés de nettoyage, c'est un enjeu capitaliste extrêmement important, parce que partout on licencie des femmes de ménage qui étaient payées de façon décente, et ces sociétés de nettoyage fleurissent où on emploie des précaires dans des conditions extrêmement lamentables, avec des salaires misérables et enfin aucune protection sociale, ou presque, enfin au mépris de la loi. Voilà, donc c'est important de signaler et qu'en Martinique ça se passe aussi, et que c'est majoritairement des femmes, bien évidemment, qui sont les victimes de ça. Et d'ailleurs maintenant, en ce moment, on attaque même leur jour férié. Ah bah voilà, ça ne m'étonne pas, on va faire le ménage le dimanche, c'est beaucoup mieux. Très bien, oui, tout le monde est tranquille. Et leurs enfants, tout ça, ils s'en fichent, en général ils n'ont pas de voiture, donc il faut... Non mais bon, c'est la fête. Donc, autre chose, alors pour passer à un foot un peu plus... Voilà, une autre chose un peu optimiste et même assez important. Le Nigeria, qui est un des plus peuplés, un des plus riches pays africains, vient d'abolir en mai dernier l'excision, enfin de façon générale les mutilations génitales. Alors ça touche, d'après les instances internationales, l'UNICEF estime à 100 à 130 millions des femmes qui ont subi donc, des mutilations génitales. Alors je vais juste rappeler très très vite pour qu'on sache de quoi on parle et qu'on comprenne l'horreur.
il y a 4 types de mutilation génitale. Il y a la clitoridectomie, je ne sais plus comment on le prononce, clitoridectomie, voilà, qui est l'ablation d'une partie ou de la totalité du clitoris. Ça, c'est le premier type. Le deuxième type, qui est le plus pratiqué partout, dans toute l'Afrique et dans une partie du Moyen-Orient, c'est ce qu'on appelle l'excision, c'est-à-dire qu'on enlève une partie ou tout du clitoris, mais les petites lèvres aussi. En général, c'est une ablation totale des petites lèvres. Le type 3, qui est l'infibulation, on recoue, c'est-à-dire on coud l'entrée du vagin, parce que pour l'homme ce sera plus agréable, et puis la femme ça assure sa virginité parce que c'est tellement horrible, et en fait à chaque fois que l'homme la pénètre il déchire un peu l'ensemble, donc c'est la fête au village comme vous l'imaginez, et on coupe évidemment aussi en général les grandes lèvres, les petites lèvres, la totale. Et enfin le type 4, et alors là c'est carrément la torture, et qui est très peu pratiqué parce qu'il y a quand même 40 à 50% de mortalité, ce qui est quand même assez énorme, donc c'est peu pratiqué. Et alors là c'est carrément délirant, c'est-à-dire qu'on fait on fait tout ce que je viens de dire précédemment, mais en plus on fait des scarifications dans le vagin pour que ce soit extrêmement inconfortable, et on met des plantes, on met des plantes et on ferme derrière les plantes, on ferme l'entrée du vagin pour que resserrer en fait, pour que le vagin soit extrêmement tendu et serré. Donc pour la femme c'est une véritable torture pendant qu'on lui fait ça, mais ensuite chaque rapport sexuel, l'excision ça va être une promenade de santé par rapport à celui-là. Et donc voilà, ça c'est l'horreur, il faudrait qu'on le sache. Alors ce travail, il faut quand même rappeler que le fait que les mutilations génitales aient été abolies, d'abord c'est un excellent exemple pour le reste de l'Afrique. Rappelez aussi que dans certains pays plus proches de nous, comme la Tunisie, il y a le président actuel de la Tunisie qui explique que c'est quand même de la chirurgie esthétique, il faut quand même pas s'agiter trop. Donc après ce que je viens de vous dire, là, vous voyez, c'est effectivement de la chirurgie esthétique. Et qu'il y a des organisations, des ONG, les féministes africaines ont travaillé inlassablement. Je voudrais juste les citer très rapidement. Donc il y a une ONG qui s'appelle Equality Now, dont la présidente, c'est une ONG internationale, la présidente est une pakistanaise. Il y a des mouvements féministes nigérians comme Boaba for Women's Human Rights and a Woman in Nigeria, qui s'appelle WIN, et qui, elles, ont œuvré vraiment beaucoup. Donc ça, c'est une pierre dans le jardin de ceux qui nous expliquent que le féminisme, c'est un truc de blanc. Voilà. Alors, je voudrais juste dire juste quelque chose rapidement sur une Iranienne qui s'appelle Athéna Farghadani, qui vient d'être condamnée à 12 ans de prison pour propagande antigouvernementale, insulte aux gardiens de la foi et insulte aux membres du gouvernement. Alors en fait son vrai crime c'est d'avoir publié sur son blog un papier dénonçant le manque de contraception pour les femmes, et d'avoir mis en scène dans une caricature les hommes qui ont voté pour cette interdiction absolue de la contraception. Donc je pense qu'on va voir à l'écran la caricature incriminée. Voilà, donc là elle aurait, et en plus après, donc elle a été arrêtée 12 ans. Elle a été arrêtée, on l'a retenue dans un commissariat quelque temps, elle s'est fait frapper, on lui a demandé de se déshabiller, enfin l'humiliation, et elle a eu le malheur de raconter ça dans son blog. Et de raconter en même temps comment on traitait les autres prisonniers qui étaient là, les prisonnières qui étaient là. Donc là, du coup, 12 ans de prison. Donc il y a une campagne qui essaie de trouver... de se faire entendre par le gouvernement iranien, mais qui a priori dit que non, il ne se passera rien, ils en ont assez, ils ne vont pas avoir de leçon de morale de l'Occident. C'est nous sommes tous et toutes, toutes et tous, des Athéna Farghadani, en mémoire à Charlie. Alors, ensuite, je voulais juste qu'on fasse un petit coup de projecteur, et ça va peut-être être le début ensuite d'une... On en reviendra le mois prochain sur ce qui se passe en Chine. Donc on sait, la dernière fois nous avions parlé des 5 féministes chinoises qui avaient été arrêtées pour avoir osé protester contre le harcèlement, entre autres dans les lieux publics, mais partout, en fait, dans les bus, les transports, mais aussi dans les universités. Donc elles avaient été arrêtées et libérées, on voit une photo là, grâce à une mobilisation mondiale. Alors, mais en Chine, voilà ce qui se passe. 50% des hommes mariés, d'après une étude du ministère de l'Intérieur, disent avoir frappé, ou 50%, ou s'être imposé sexuellement à leur partenaire. Donc ça veut dire avoir violé leur partenaire, en gros. Donc, alors les féministes chinoises se mobilisent. Pour la Saint-Valentin, par exemple, ces 3 activistes sont habillés de robes de mariée tachées de sang avec le slogan « Oui à l'amour, non à la violence » et « Violence contre les femmes, pourquoi restez-vous silencieux ?» Alors, elles ont obtenu pour la première fois une victoire parce que la loi a criminalisé pour la première fois les actes de violence conjugale, alors qu'avant c'était rien, c'était autorisé, on n'en parlait pas, voilà.
Par ailleurs, les femmes chinoises protestent aussi parce que depuis 2005, en fait, il y a eu un afflux de femmes dans les universités chinoises et que les universités chinoises se sont dit c'est pas possible, on va avoir que des cadres, des ingénieurs, des informaticiennes, des médecins, des doctoresses, c'est l'horreur. Donc ils ont brutalement, alors que ça va à l'encontre de la constitution chinoise, ils ont imposé un quota. Alors c'est un quota qui se traduit comment? Pour rentrer dans ces universités, la plupart, les femmes doivent avoir des notes supérieures à celles des hommes pour être admises à l'université, voire carrément des vrais quotas, c'est-à-dire, voilà, on dit, il n'y a pas... Et les quotas sont en défaveur des femmes, donc elles protestent de façon générale. De façon générale, les féministes chinoises sont dans le collimateur de l'État qui officiellement est féministe, hein, ça fait partie des grands de la révolution chinoise, parce que en fait, elles s'insurgent, comme toutes les féministes du monde entier, contre les inégalités, et donc, entre autres, elles défendent et elles s'insurgent contre le traitement qu'on fait des Tibétains et des Tibétaines, donc elles sont considérées comme des traîtresses, donc elles sont pourchassées. Et voilà, et être féministe en Chine en ce moment, c'est quelque chose. Et juste pour le dernière chose, signaler l'élection de deux femmes, de deux mairesses à la mairie respectivement de Madrid, Manuela Carmena, et celle de Barcelone, Ada Colau. Alors il faut savoir qu'elles sont issues du parti d'extrême gauche Podemos, voilà, et que elles prônent un changement des politiques. Entre autres, par exemple, ils ont décidé de couper leur salaire tous les élus Podemos en deux, et de revenir sur un certain nombre de restrictions qui avaient été faites. Alors là, on applaudit bien fort. Voilà. Je voudrais juste dire qu'à l'heure où en France on est en train de éventuellement voter pour Marine Le Pen, c'est-à-dire qu'on choisit de rentrer que la politique de restriction, comment ça s'appelle mais la politique de restriction, d'austérité est devenue un dogme sur lequel on ne va pas revenir, même la gauche qui est plus la gauche. Et bien là, à côté de nous, en Grèce et en Espagne, il y a des partis d'extrême gauche qui arrivent au pouvoir, et voilà, on espère que ça va vraiment changer. Après la Grèce, voilà, exactement. Et voilà. Merci Géraldine pour ce sprint final. Nous allons passer à notre rubrique femme qui a lu, femme qui a écrit, femme qui a peine, rubrique culturelle femme, quoi, femme qui a chanté. Donc on va passer à cette rubrique culturelle. Alors, bonjour Huguette, rebonjour. Tu nous présentes quoi aujourd'hui comme livre? Moi, j'ai choisi de présenter, nous, à Culture et Égalité, on a une table de littérature, et donc on a fait venir un certain nombre de livres pour les mettre à la disposition des femmes de la Martinique. Voilà. Donc, nous avons choisi de présenter deux de ces livres. Alors, moi, je vais vous parler du livre Du côté des petites filles. Alors, c'est un livre qui est paru en 1973. Il a été écrit par une pédagogue féministe italienne qui s'appelle Elena Giannini Bellotti. C'est un livre qui a eu un retentissement immense dans le monde entier, et par exemple en France, on en a vendu plus de 300 000 exemplaires. Ce livre-là, c'est le développement de la célèbre affirmation de Simone de Beauvoir « On ne naît pas femme, on le devient ». Et donc, dans ce livre, Bellotti explique comment on devient femme ou petite fille à partir d'observations menées dans les crèches, dans les familles, les crèches, les écoles, etc. Alors, on va se dire pourquoi un livre de 40 ans. Mais c'est que 40 ans après, ce livre nous touche parce que nous nous y reconnaissons, parce que nous reconnaissons le conditionnement que nous avons subi et que nous risquons de faire subir à notre tour à nos filles, et nous reconnaissons aussi le conditionnement que subissent ces petites filles autour de nous, dans les crèches, dans les écoles, etc. Donc, conclusion, 40 ans après, il faut recommander ce livre à toutes celles, à tous ceux qui s'occupent de la petite enfance, c'est-à-dire les psychologues, les personnels de crèche, les enseignants, les enseignantes, mais aussi les parents. Du côté des petites filles. Du côté des petites filles. Voilà, moi je vais vous présenter un livre très récent de Patrick Jean, qui a écrit qui a réalisé le film La domination masculine. C'est un pro-féministe. On va faire la différence entre pro-féministe et féministe, parce que pour lui, les hommes ne peuvent être que pro-féministes. Donc, il a aussi créé l'association Zéro Macho. Et ce livre, il faut le lire.
tous les hommes, toutes les femmes qui se disent féministes, et surtout ceux et celles qui nous disent mais pourquoi votre association n'est pas mixte? Eh bien, on a la réponse et cela nous renforce dans l'autonomie des mouvements féministes, dire que nous avons raison de rester dans ce mouvement non mixte. Et aussi, Patrick Jean, il se dit, est-ce que les hommes vraiment veulent l'égalité? Certainement. Mais il dit qu'il y a un travail incroyable à faire chez ces hommes pour qu'ils puissent prendre conscience de ces privilèges qu'ils ont dans une société patriarcale. Ce travail est long pour que vraiment ils puissent participer à la transformation du monde. Et il vous dit comment faire, quoi faire, et aux femmes aussi, il parle aux femmes, il parle aux hommes. Il faut absolument lire ce bouquin, et les filles, nous avons raison, qui s'appelle, l'éditeur, et c'est Belin. Patrick Jean, les hommes veulent-ils l'égalité? Et nous avons encore raison d'être dans un mouvement, dans une organisation féministe non mixte. Et voilà, à bientôt. On peut trouver ces 2 livres auprès des militantes de culture égale. Voilà. Ok, merci beaucoup. Et puis, à très bientôt. Nous avons dit que c'était notre dernière émission. Faites-nous vos critiques et nous sommes prêtes à recevoir toutes les critiques et tous les commentaires. Dernière émission avant les vacances. Enfin, de la saison. De la saison 2. Parce que là, je me dis, ah bon, c'est fini, j'étais très déçue. Voilà. Et merci à Zouk TV. Oui, nous allons aussi remercier Manuela. Nous allons aussi remercier 2 femmes qui ne sont pas là ce soir, mais qui sont en coulisses, c'est-à-dire Yamina et aussi Carole, qui préparent cette émission vraiment avec beaucoup d'acharnement. Oui. Donc elles ne sont pas là ce soir, mais Yamina est à la technique. Merci. Allez, bonne soirée, bonnes vacances à tout le monde.